Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Le parcours de mon invité commence par l'épure d'une plume, celle du dessinateur de presse. C'est à ce moment qu'il apprend l'art de capturer l'essentiel et de saisir l'âme du monde en quelques lignes vibrantes. En 2001, il pose la pierre angulaire de ce qui deviendra son œuvre majeure, le Festival international du cinéma d'animation de Meknès. Ce qui n'était alors qu'un pari audacieux, presque une utopie, s'est métamorphosé sous sa direction artistique visionnaire. Le FICAM est aujourd'hui une plateforme incontournable à l'échelle mondiale, faisant de Meknès le carrefour battant du 7e art animé en Afrique. Pour Mohamed Bayoud, l'animation est un pont jeté entre les époques. Il a rappelé au monde que si Meknès s'enracine dans une histoire millénaire, elle possède désormais, grâce à la magie de l'image, un avenir dessiné aux couleurs de l'infini. Véritable sentinelle du patrimoine, Mohamed Bayoud s'est fait le protecteur de la mémoire en luttant pour la reconnaissance du cinéma caméra. Grâce à lui, ce joyau architectural continue de battre la mesure du temps présent. Enfin, cette odyssée culturelle a trouvé sa consécration en 2024 avec le prestigieux prix Gianalberto Bendazi. Ce prix est l'hommage rendu à un bâtisseur qui a prouvé qu'avec la force de la passion et la justesse de la poésie, on peut transfigurer le visage d'une ville et offrir un nouvel horizon à sa jeunesse. Mohamed Bayoud, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'inviter. Je suis très honoré d'être sur Média aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va à votre rencontre, comme le stipule le nom de cette émission aujourd'hui. On va commencer avec le tout début. Qu'est-ce qui a fait naître en vous cette passion pour l'animation ? Et en fait, là, d'abord, merci beaucoup parce que je suis très touché par votre introduction. Ça me fait plaisir, merci. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je pense, il y a le souvenir qui revient. Il y avait mon père qui est arrivé avec un grand carton. Et dans ce grand carton, il y avait des Spirou, il y avait des revues bande dessinée franco-belge, de référence franco-belge de l'époque. Il y avait des pilotes, il y avait tout un univers de bande dessinée auquel je me retrouve comme ça, par surprise. Et donc, cette passion pour le film d'animation, c'est d'abord par la bande dessinée. Parce que c'est dans la bande dessinée que j'ai appris la langue française. Et puis, donc, après la bande dessinée, je découvre le cinéma. Parce que donc, moi, je suis né à Beni Mellel. Je me souviens de ma première projection, c'était mon père qui nous avait emmené, mon frère et moi, voir La Planète des Singes. Donc, c'était ma première séance de cinéma et j'étais assez impressionné. Assez ému. Quel était le ressenti, justement ? Je ne comprenais rien. C'était un grand écran dans une grande salle et j'avais un peu de peur. Et effectivement, c'était très impressionnant, surtout que le personnage était aussi très impressionnant dans le film. Et puis, je pense que cet émerveillement que j'essaie de, justement, cet émerveillement de moi, enfant, que je souhaiterais, avec beaucoup de modestie, transmettre à un jeune spectateur ou un spectateur tout court à travers le festival d'animation ou à travers tout le travail que l'on fait pour défendre le cinéma, mais défendre aussi la projection dans une salle de cinéma. Donc voilà, c'est par la bande dessinée que je suis arrivé au film d'animation et au cinéma aussi. Un parcours qui semble logique. En tout cas, j'imagine qu'à ce moment-là, quand vous êtes entré pour la première fois dans cette salle de cinéma, vous n'imaginiez pas peut-être en faire une profession ? Eh bien, pas du tout. La salle de cinéma Beni Mellel n'existe plus. Ça s'appelle le Cinéma Atlas, malheureusement. Il y a une autre salle, j'espère où j'allais aussi voir des films, qui s'appelle le Cinéma Vox. J'espère, là, je sais qu'il y a un projet de la réouverture. J'espère que ça sera prochainement. Ça serait chouette pour les gens, pour la population de la ville de Beni Mellel, mais aussi pour des enfants qui pourraient aussi découvrir des chefs-d'œuvre de cinéma sur un grand écran. Des chefs-d'œuvre qui continuent à nous émerveiller. En tout cas, votre projet de fin d'études portait également sur la bande dessinée. Aujourd'hui, quand vous regardez un film d'animation, ou un film d'animé, je ne sais pas quel est le terme exact qu'il faut employer, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Est-ce que c'est le fil conducteur de l'histoire ? Est-ce que c'est le trait, la force du trait ? Qu'est-ce qui fait que vous considérez un film comme étant bon ? C'est l'émotion, en fait. C'est l'émotion que vous procure le film. Moi, je ne suis pas critique de cinéma. J'ai des amis qui sont critiques de cinéma. Mais c'est vraiment l'émotion que peut me procurer un film. Dans un film d'animation, il y a d'abord l'histoire, de toute façon. Donc, il y a un scénario, il y a des gens qui écrivent des histoires. C'est l'histoire qui porte.
C'est qu'on a envie d'avoir une histoire à laquelle on s'identifie, une histoire qui nous touche et qui soit universelle. Les films d'animation, ce sont des histoires universelles. Après, on est fasciné par les techniques, en fait. C'est-à-dire que, bon, on connaît tous les Disney, Pixar, etc., avec des images de synthèse qui sont quand même incroyables. Disney, c'était d'abord du dessin animé classique, mais il y a aussi toutes les techniques en fait, que l'on a essayé de montrer à travers le festival d'animation à Meknès, qui sont la pâte à modeler, qui sont du sable animé, on a aussi de la peinture animée. Et en fait, le film d'animation est un croisement des arts plastiques déjà, mais aussi de l'image animée aussi. Donc c'est ça qui est super, qui est incroyable dans le film d'animation. Et qui surtout, d'abord, c'est du cinéma tout court en fait. Le cinéma d'animation, c'est d'abord du cinéma. Est-ce que justement le film d'animation peut transmettre des émotions Tout à fait. qu'on ne retrouverait pas dans un film qui ne soit pas animé? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand je pense à des films, à des réalisateurs qu'on avait déjà accueillis par ailleurs à Meknès, comme Michel Oslo, comme Isao Takahata, comme Michael Dudok-Deville, que j'avais accompagné d'ailleurs ici, parce qu'il était accueilli sur une émission de notre ami Bilal Marmid sur Média. Et en fait, oui, le film d'animation peut procurer des émotions. Puis on est aussi émerveillé par le trait, quand il s'agit de peinture animée, comme je disais tout à l'heure, ou par de la pâte à modeler, où on est aussi émerveillé par le graphisme, par les personnages et par la beauté des personnages et puis de tous les décors que l'on voit dans un film d'animation. Effectivement, vous avez côtoyé des légendes dans ce domaine, comme vous l'avez dit, Isao Takahata, au-delà de leurs films. Est-ce qu'ils vous ont transmis leur philosophie également? En fait, ce que je retiens, moi, que ce soit Isao Takahata ou des gens comme ce que je disais tout à l'heure, Michel Oslo, Michael Dudok-Deville, Eric Goldberg, qui a un grand nom des studios Disney, c'est l'humilité. C'est-à-dire que c'est des gens très humbles. Et qui sont très respectueux aussi du travail des autres, et notamment des jeunes qui commencent ou des gens qui font du court-métrage qui ne sont pas forcément connus. Et puis, c'est vraiment des travailleurs acharnés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent consacrer leur vie à faire du court-métrage d'animation, qui ne sont pas forcément intéressés par le long-métrage d'animation. Donc, c'est vraiment un univers de gens passionnés, c'est un univers de gens humbles et de gens respectueux. Et en fait, on a toujours l'équipe du festival, parce qu'il y a quand même une équipe du festival avec laquelle on travaillait ensemble. C'est des gens qui sont très accessibles aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stars dans le film d'animation, où il n'y a pas d'artistes qui se comportent comme des stars. C'est des gens très accessibles. Passionnés, tout simplement. Passionnés, très accessible. Moi, je me souviens de projections dans la Médina de Meknès où les artistes acceptaient d'y aller tout de suite pour rencontrer les enfants de la Médina de Meknès avec une facilité vraiment déconcertante. En tout cas, en 2001, vous pariez donc sur le cinéma d'animation à Meknès. Qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que vous vous êtes dit c'est un projet qui manque, c'est un projet que je peux réaliser, qui peut réussir? En fait, c'est d'abord la passion du cinéma. Et en fait, ce que je raconte toujours, c'est quand j'ai rejoint l'équipe de l'Institut français de Meknès à l'époque, c'est que on s'est rendu compte que tout ce qui est à Meknès, tout ce qu'on propose aux enfants marche très bien. C'est-à-dire qu'à Meknès, il y a une tradition de la natation, il y a une tradition de la danse, il y a un conservatoire qui marche très bien. Et donc, en fait, on s'est dit, on va partir de quelque chose qui s'adresse à la jeunesse. Après, effectivement, le festival a évolué. C'est pas que le film d'animation comme le FICAM ne s'adresse pas qu'aux enfants. C'est aussi un festival qui s'adresse aux adultes, parce qu'on a aussi des films d'animation pour les adultes, des films d'animation pour les grands, du film d'animation pour toutes les catégories d'âge, des films d'animation qu'on peut voir en famille aussi. Et en fait, c'est parti de là, de ce constat que tout ce qui est jeune public marche très bien. Et on a décidé avec l'équipe d'inventer ce festival qui a commencé avec 8 films. Et après, on a aussi, il faut souligner aussi qu'à Meknès, on a aussi la Fondation Aïcha, qui est le mécène au départ, et qui maintenant est co-organisateur du festival, et qui a permis aussi à ce qu'on puisse produire aussi ce festival dans les meilleures conditions. En tout cas, une âme d'enfant, même pour les adultes aujourd'hui, moi je l'ai toujours, ouais. Qui replonge toujours dans cet univers, on va dire enfantin. J'ai envie de vous demander, par rapport aux sélections de films, pour le FICAM, comment justement l'oralité marocaine, les contes,
un petit peu notre culture, les récits qu'on connaît, ceux de la Médina notamment, ont inspiré les choix des films. En tout cas, ce qui est très bien au Maroc, c'est qu'il faut saluer une initiative qui date de 2019-2020. C'est les deux chaînes publiques marocaines, ce sont les deux chaînes publiques marocaines, Deuxième Al Oula, qui ont décidé de produire, de rajouter à leur cahier, à leurs appels d'offres, de la série animée. Et on commence maintenant à voir des séries animées sur les deux chaînes qui s'inspirent justement, parce que dans le cahier de charge, on demande aux studios qui produisent ces séries d'animation d'avoir des référentiel des récits exactement qui ont, avec les valeurs de ce pays, avec aussi son histoire, etc. Et ça commence à donner ses fruits. Donc on voit des choses maintenant pendant le mois de Ramadan, et c'est vraiment très très bien. En fait, il faut toujours, la commande publique est essentielle pour qu'on puisse avoir un film d'animation qui correspond à nos valeurs et qui nous ressemble. Ça, c'est important, bien évidemment. En tout cas, vous cherchez toujours cette magie de l'enfance dans chacune de vos œuvres. Tout à fait. Mais je suis un grand enfant, en fait. Donc, voilà. Donc, ça aide aussi à choisir des films, parce que quand on choisissait des films, moi, quand je choisissais des films, quand il fallait choisir des films, notamment pour les scolaires, et ben je les regardais avec mes filles. Donc, ça permettait aussi d'avoir leur regard, parce que le regard d'un adulte n'est pas forcément celui d'un enfant. Donc, elle ne le savait pas, mais elle faisait partie de mon comité de sélection. En tout cas, j'imagine que pour les films animés, il y a plusieurs degrés de compréhension d'un même film, et en fonction de l'âge, on intègre à chaque fois d'autres messages qu'on n'avait pas compris plus tôt. Tout à fait. Comment le dessinateur que vous étiez a-t-il nourri le directeur artistique que vous êtes devenu plus tard ? C'est la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec vous avant d'arriver au studio, c'est lire, parce qu'il est essentiel de lire, et il est essentiel aussi de regarder ce que font les autres. Il est essentiel quand on dessine de voir aussi les autres dessinateurs, ce qu'ils font, et puis de se nourrir. C'est-à-dire, quand on veut créer, il faut absolument se nourrir. En allant au cinéma, en allant dans les musées, en regardant aussi les dessins des autres, etc. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi, oui. Est-ce que vous aviez une source d'inspiration, une rencontre avec une personne qui a marqué peut-être votre vie, ou cette trajectoire que vous avez suivie ? Il y a des parcours, dans mon parcours, il y a effectivement des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont fait qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais à Bni Mellal, d'un prof d'arabe qui nous fait découvrir, donc il sortait un peu des sentiers battus, il nous fait découvrir ce qu'on appelle Sha'al Sa'alik. Et en fait, c'est un prof qui m'a marqué à vie. Après, effectivement, j'ai découvert des gens dans ma vie qui m'ont permis vraiment d'aller vers ce que je suis maintenant, bien sûr. Mais en tout cas, on est toujours redevable à un prof ou à des profs qui font qu'ils sèment une graine, et après, cette graine, il vous sert certainement par la suite dans votre vie. Oui. À partir du moment où vous décidez de la développer, justement. Exactement. Après, dans le film d'animation, il y avait des rencontres humaines aussi avec des gens comme Michel Oslo, comme Didier Brunner, qui est un grand producteur français, comme Ilan Guillen, qui était l'interprète et l'ami d'Isao Takahata. Ces gens-là étaient déterminants dans ma vie professionnelle aussi, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir ce carnet d'adresses et d'accéder, on va dire, plus ou moins facilement à des grands noms de l'animation internationale. Oui. Je le disais tout à l'heure, quand je vous introduisais, on a parlé du cinéma caméra. Exactement. Un lieu que vous avez aidé à préserver. Est-ce que c'était difficile ? C'était pas difficile, la vérité, c'est que, et en fait c'est là on revient aussi à l'émerveillement à l'enfance, c'est que à Meknès on avait un lien très 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 solide avec la famille propriétaire du cinéma caméra, avec Jamel Tazi, et donc on est allé le voir, et on a un ami distributeur, Mohamed Khouna en l'occurrence, qui nous a ramené un projecteur numérique du Grand Rex à Paris. On a installé le projecteur, on a installé une communication digitale, parce que maintenant les jeunes sont sur Instagram et sur les réseaux sociaux, et à partir de là, le cinéma a fonctionné. En fait, ça a très bien marché.
d'un cinéma qui vivotait. C'est un cinéma, moi je me souviens, c'est qu'on a réouvert le cinéma, l'ouverture avait coïncidé avec Oppenheimer et avec Barbie. Et C'est très récent. Et en fait, c'est très récent et on passe d'un film et on passe d'une salle où il y avait pas grand monde, d'une salle qui cartonne où on refusait du monde, il y avait plus de 1000 personnes par jour, parce que le caméra, c'est un lieu de mémoire aussi. Enfin, pour les gens de Meknès, c'est d'abord un lieu, quand on connaît Meknès, qui est au centre-ville. On a l'impression que le centre-ville a été construit autour du cinéma caméra et que c'est au-delà d'un lieu de projection, c'est une vraie institution, c'est quelque chose de très important pour les gens de cette ville et c'est vraiment un lieu que j'affectionne énormément. En tout cas, c'est ce qui explique cette appellation de sentinelle du patrimoine dont vous avez hérité, en tout cas plus tard, en 2024. Donc, vous avez reçu le prix Gian Alberto, voilà, ouais. Bendazi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'est une consécration à ce moment-là? Ça m'a beaucoup touché parce qu'en plus, c'est un comité de professionnels et de passionnés du cinéma en France qui m'ont décerné ce prix. Et puis, c'est aussi une reconnaissance, on va dire, internationale, même si le FICAM avait déjà cette reconnaissance internationale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Comme je vous disais, ça vient de gens qui s'y connaissent en film d'animation. Et puis, quand je regarde ceux qui étaient avant moi, qui ont été primés avant moi, c'est quand même assez impressionnant, oui. Mais en tout cas, pour moi, en tant que Marocain, c'est une vraie fierté, bien évidemment. Une fierté, au-delà de la récompense, c'est aussi un message qui est envoyé à cette jeunesse qui apprécie également l'animation. Ouais. C'est cette nouvelle génération, justement, qui travaille dans ce secteur. Bien sûr. Et là, justement, après l'émission, donc là, l'Institut français du Maroc participe à prend part à un projet qui est initié par le Centre cinématographique marocain et par l'école de cinéma, par l'ISMA, qui constitue justement à accompagner 10 jeunes Marocains, 10 jeunes Marocaines, 5 projets de films d'animation et 5 projets en prise de vue réelle pour qu'on puisse les accompagner. Donc il y aura deux professionnels, donc Vanessa Chenet et Yasmine Kiren, la réalisatrice marocaine, qui vont travailler avec ces jeunes Marocains pour travailler sur l'écriture du film. Parce que l'écriture, et c'est le discours d'ailleurs du directeur du Centre cinématographique marocain, l'écriture est essentielle pour qu'on puisse vraiment avoir de grands scénaristes et de grands réalisateurs dans ce pays. Et pour bien écrire, il faut commencer par lire. Exactement, c'est exactement ça. Il faut se nourrir, et pour se nourrir, il faut lire, il faut aller au cinéma. Et encore une fois, aller au musée. Moi, je ne comprends pas des fois qu'on compartimente le théâtre, le cinéma, la lecture. En fait, c'est un ensemble et il faut se nourrir encore une fois pour pouvoir produire et pouvoir créer. En tout cas, vous êtes actuellement installé à Rabat. Je suis installé à Rabat et je rejoins depuis 1 an et quelques maintenant l'équipe de l'Institut français du Maroc, effectivement. Vous dites souvent que votre plus belle récompense, c'est le regard du public. C'est le regard des publics, c'est le regard des enfants. Parce que des fois, quand je vais... en fait, je raconte toujours cette anecdote. Des fois, quand je traîne dans la Médina de Meknès, il y a des enfants qui me reconnaissent et qui disent cinéma, cinéma, cinéma. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qui me touche beaucoup, oui. Et si vous deviez dessiner une image pour représenter un petit peu votre parcours? Je me dessinerai avec un sac à dos sur le dos, parce que j'ai toujours un sac à dos sur le dos, où toujours il y a mon ordi, un livre, etc. Alors mes filles ne comprennent pas pourquoi je traîne avec ce sac à dos, mais j'ai besoin de ce sac à dos parce que quand j'étais enfant, il y avait une série d'animation en français, qui était japonaise, qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours, comme l'œuvre de Jules Verne. Et en fait, il y avait un personnage passe-partout qui, à chaque fois, il y avait un sac, et dans lequel il mettait tout ce que l'équipe dont ils avaient besoin pour aller voyager à chaque fois. Donc je pense que ça vient de là aussi. C'est le fait d'être toujours nomade. C'est toujours en mouvement. Toujours en mouvement, exactement, tout à fait. Et si vous deviez nous parler des projets sur lesquels vous travaillez pour l'année, mis à part l'atelier de l'écriture? L'atelier d'écriture, maintenant, dans le cadre de mes missions à l'Institut français du Maroc, donc on a quand même une très belle programmation cinéma. Là, on prépare avril, mai, juillet avec des tournées de réalisateurs français, d'artistes, de réalisateurs marocains aussi. Avec l'équipe du Pôle Livre, on accueille une réalisatrice française qui s'appelle
réalisatrice française, alors j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Mais on a beaucoup de choses là qui arrivent, et puis on a aussi des tournées d'artistes, et puis on accompagne aussi, on est aussi dans la coopération, puisque on facilite aussi, on est une passerelle entre les professionnels en France et les professionnels au Maroc. Et justement, quelle est la richesse de ce partenariat, de cette coopération justement culturelle entre les deux pays? Elle est essentielle parce qu'il y a d'abord l'histoire, mais il y a aussi cette passerelle culturelle. Et puis, un enrichissement mutuel. Il y a un enrichissement mutuel. Et puis c'est plus facile, il y a la langue aussi, il y a il y a beaucoup de points communs qui justement facilitent cet échange. En tant que professionnel dans ce secteur depuis 25 ans maintenant, oui. Quel regard portez-vous sur la jeunesse marocaine, sur ces jeunes talents aujourd'hui qui se développent? En fait, si vous voulez, par rapport à mon modeste parcours, le fait d'avoir rencontré, accueilli des jeunes Marocains, notamment dans les ateliers de formation du Festival de cinéma d'animation de Meknès, et puis aussi d'avoir voyagé un peu partout, d'avoir découvert, de rencontrer des jeunes, que ce soit à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, à l'École des beaux-arts de Casablanca, à l'ISMAC ici, un peu partout au Maroc, il y a quand même une jeunesse très créative. Je peux vous dire que, par exemple, si on veut rester dans le film d'animation, le niveau de dessin est vraiment incroyable. Mais on ne les voit pas. Oui, mais en tout cas, il y a des jeunes dessinatrices, notamment il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, qui dessinent incroyablement bien et qui n'ont rien à envier de ce qui se passe à l'international, par exemple. Justement, pour se professionnaliser aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'il y a un terrain qui est favorable pour ces jeunes? Pour le film d'animation, oui, parce qu'il y a la volonté publique, il y a la volonté des chaînes deux chaînes publiques, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a volonté des institutions, puisque le Centre cinématographique marocain et l'ISMAC lancent des ateliers d'écriture. Donc, effectivement, il y a une volonté, bien sûr. Voilà, puis aussi la formation. Ce qui nous manquerait au Maroc par rapport au film d'animation, ce serait d'avoir une filière ou une école de film d'animation. En termes de formation, justement? La formation, elle est quand même essentielle pour le film d'animation au Maroc. Et justement, quel est le parcours académique qu'on doit suivre aujourd'hui si on voulait se professionnaliser? Alors au Maroc, il n'y en a pas encore une école d'animation aux standards internationaux. Il y a par exemple une formation à Casablanca qui s'appelle Flow Motion School, qui forme des jeunes Marocains. Mais une école d'animation, c'est aussi une ouverture, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les techniques, sur la morphologie, sur les arts plastiques, etc. C'est 3-4 ans, c'est assez solide pour avoir des écoles un peu comme en France. Qu'en France, on a quand même, on parlait des échanges culturels tout à l'heure, mais en France, par exemple, on travaille avec des écoles comme la Poudrière, comme les Gobelins, qui c'est quand même des grandes institutions en matière de formation en film d'animation et qui sont vraiment des modèles à l'international, en fait. C'est-à-dire que les jeunes des Gobelins intègrent les grands studios américains avant même de finir leur formation. Donc, il nous faut effectivement une école d'animation. Et sur la scène justement internationale, est-ce qu'il y a des films d'animation marocains qui ont déjà été primés? Alors en fait, il y a des courts-métrages qui circulent. On attend toujours le premier long-métrage d'animation, un peu parce qu'on a des longs-métrages au Cameroun, au Burkina Faso, en Jordanie. Donc, Inch'Allah, il y aura un long-métrage d'animation marocain. On a hâte. Merci à vous, Mohamed Bayoud. Merci beaucoup. Plaisir d'aller à votre rencontre et de vous avoir comme invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.